pas uniquement le seul château-pont de France. Ce n'est pas exclusivement un lieu où les femmes ont marqué l'histoire. Ce n'est pas seulement un bijou de la Renaissance à la française. C'est tout ça à la fois. Bienvenue à Chenonceau, un château majuscule que je viens de redécouvrir. Et cette balade m'a susurré une mélodie à l'oreille. Un tube des années 80 qui, étrangement, colle à la peau de ce palais pas comme les autres. Allez, suivez le guide. Château vous ouvre ses portes. C'est parti. Sous mes pieds, il y a la terre. Sous tes pieds, il y a l'enfer. Alors ici, on arrive dans les cuisines du château. Ah oui. Avec la plus grande cheminée du château juste ici, le four à pain de ce côté. Oh là là, ça devait sentir bon ici. Oui, il devait y avoir de bonnes odeurs déjà à l'époque. C'était assez rare à l'époque d'avoir une cuisine incorporée dans un château. Effectivement, c'est assez avant-gardiste d'avoir choisi d'installer les cuisines dans les piles du château, parce qu'on est dans la partie la plus ancienne. Ici, c'est les piles de l'ancien moulin. C'est un choix avant-gardiste parce que techniquement, à l'époque, on construit les cuisines plutôt en extérieur. Ça évite d'incommoder les résidents avec les bruits et les odeurs de cuisine. D'accord, le bruit et l'odeur. Et du coup, en plus de ça, le château est immense. Catherine de Médicis a beaucoup de personnel. Et au bout d'un moment, cette cuisine va presque être exiguë. Effectivement, c'est une cuisine qui est parfaite pour la cour de Catherine Brissonnet ou Thomas Bohier, par exemple, les premiers propriétaires. Les fondateurs. Les fondateurs. Mais par contre, pour Catherine de Médicis, qui vient à Chenonceau avec environ 3000 personnes... 3000 personnes. Oui, hommes et bêtes compris. Hein, mais elle les loge où? Alors, les plus proches du pouvoir étaient logés à l'intérieur du château. Pour les autres, on a plein de dépendances. On a plus de 1500 hectares de terrain, donc forcément, on a de la place pour loger tout le monde. D'accord, donc les autres faisaient du camping. Un peu, du camping un peu de luxe, on va dire, mais oui, effectivement, du camping quand même. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'ils mangeaient? Alors, on sait, par exemple, que Catherine de Médicis, l'un de ses plats préférés quand elle était à Chenonceau, ce qu'elle aimait manger, c'était du saumon qui était pêché dans le Cher. Et elle mange énormément de crêtes de coq et de rognons de coq. De crêtes de coq? Et en fait, Catherine de Médicis, on sait qu'elle en mange tellement qu'elle se rend souvent malade à cause de ça. Et il y a même une fois, pendant un mariage, où elle en mange tellement qu'elle croit mourir. Amélie, on a une vue de dingue ici, non? Oui, hein? oui, on a... Regardez ça. Ça devait être cool de couper des petits oignons en regardant... Hein? Effectivement, mais est-ce qu'on avait le temps de regarder la vue en coupant les oignons? Ah, c'est ça le problème. Et par ici, alors, on va où? Alors, cet escalier, il va nous mener dans la deuxième pile des cuisines. Là, on est sur les piliers du pont. Et voilà, exactement. Et vous voyez, on est très proche du Cher. Et ici, vous voyez, on a une plateforme. Ah oui, c'est les avec bateaux. des escaliers. C'était là que les bateaux, en fait, s'arrêtaient, livraient les victuailles et on remontait les victuailles directement par les escaliers. Chaîne de fraîcheur impeccable. Oui, voilà. Et Catherine de Brissonnet et son mari étaient un peu obsédés par Venise. C'est pour ça qu'ils ont eu envie de faire construction sur l'eau. Effectivement, Thomas Bohier, il a beaucoup voyagé en Italie, notamment avec François Ier. Et on sait qu'il a beaucoup voyagé, qu'il s'est beaucoup inspiré. Et alors, ça fait partie de la légende de Chenonceau. On dit qu'il ramènerait directement les plans de Venise pour construire son château. Ah oui. Il n'y a rien d'avéré, mais ça fait partie de notre petite légende. D'accord. Donc ici, c'était, on réceptionnait. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? On réceptionnait. Une fois qu'on a réceptionné, eh ben, on va cuisiner. Alors, vous voyez, il y a tout ce qu'il faut ici. Ici, c'était... Ici, on est plutôt sur une petite rôtisserie. De volaille. Voilà. De petites saucisses. Oui. De merguez. Un peu en avance, là. Mais effectivement, et puis on peut imaginer le coin pâtisserie qui est juste ici, qui est juste derrière. Ah, ici, c'est la pâtisserie. Mais oui, voilà. Parce que on a ce goût pour le sucre qui explose, en fait, pendant la Renaissance. Et surtout, au départ, on va l'utiliser à des fins thérapeutiques. En fait, la couleur blanche du sucre est très importante. Et étant donné que c'est très rare, on en a très peu, ça coûte extrêmement cher. Donc on pense qu'un produit aussi précieux, ça a forcément des vertus thérapeutiques. Donc on va en donner aux malades, parce que c'est plus facile à digérer, déjà. On va ensuite le saupoudrer sur les plats comme une épice. D'accord. Et puis à partir du moment où on va pouvoir en produire plus, et ben là, ça va entrer dans quasiment toute la composition des desserts. Ok. Et en termes de dessert, les Italiens sont extrêmement doués. À Venise, le fils de Catherine de Médicis, Henri III, convie à un banquet où absolument tout est fait en sucre. Les bougeoirs, les assiettes, les couverts, les serviettes. Et ça impressionne énormément
le futur roi à l'époque. Alors, Henri III, justement, on va en parler encore maintenant. Vous allez m'emmener dans la grande galerie. Effectivement, on va en reparler et le lieu est très indiqué pour le faire. Oh là! Ça va être des gourmandises encore? On peut voir ça comme ça. Mamma mia, il s'en est passé des trucs ici. Chacun fait ce qui lui plaît. Le précipice est au bout, ouais. Précipice, on s'en fout. Chacun fait ce qui lui plaît. Toutes les étoiles qui brillent. Et qu'est-ce qu'elles ont à me dire, On les dirait la galerie des glaces. Je dis une bêtise, Amélie, évidemment. Hein. Oui. Mais il y a quelque chose d'immense, ce couloir majestueux, et on est sur l'eau. On est sur l'eau, on est sur le pont de Diane de Poitiers et en même temps on est dans la salle de bal de Catherine de Médicis. Ah ça m'intéresse, ces salles de bal. L'orchestre, il se mettait où? Alors très probablement, là où vous voyez la petite ouverture qui est là, ça a été rétréci et retravaillé depuis, mais on suppose qu'il y avait une tribune pour les musiciens juste là. D'accord. Et ils étaient de l'autre côté pour que ça fasse un peu haut-parleur ou... Oui, mais il y a une très bonne acoustique dans Eh cette oui, je vois galerie. bien. Vous avez une idée des danses qu'on dansait ici, Amélie? Le menuet, Un menuet? la volte, peut-être. La volte? C'était un peu le rock'n'roll de l'époque. C'est vrai? La volte. Une danse un peu sautillante? Voilà, en fait, on se retournait? c'était un peu scandaleux parce qu'il fallait porter sa cavalière par la taille et la poser de l'autre côté. C'était... Alors justement, vous parlez de scandale, Amélie, mais je crois qu'il y a eu des scandales dans cette galerie. Effectivement. Un scandale célèbre. Alors, c'est un bal célèbre. Un bal célèbre. Un bal célèbre qui a eu lieu pour l'inauguration de la galerie en 1577, au mois de juin. D'accord. En fait, un mois avant l'inauguration de la galerie, on a un bal qui est donné par le roi Henri III au château du Plessis-les-Tours, donc pas très loin d'ici. Ok. Ce bal, on s'en souvient comme étant le bal des travestis. Ah, Et un mois plus tard, au château de Chenonceau, comme une réponse, Catherine de Médicis va organiser un second bal. donc la propre mère d'Henri III D'Henri III. va s'occuper d'organiser un bal pour casser la mauvaise réputation du bal des travestis. Voilà, c'est un peu l'idée, effectivement. Et elle va aller jusqu'où? Alors, elle va organiser un bal, ce qu'on a appelé le bal des seins nus. En fait, Catherine aurait demandé à une centaine de jeunes femmes, les plus belles de la cour, si possible, de faire le service, c'est-à-dire de servir à table au roi, le buste nu et les cheveux détachés. Et du coup, il va se passer quoi une fois qu'elles sont dévêtues? Ça aurait été dans l'esprit un peu d'une orgie. Disons que ça serait fini, la soirée C'est serait finie dans génial les d'avoir buissons. une mère qui vous organise une orgie. Mais justement, connaissant c'est un génial. petit peu Catherine de Médicis, alors oui, on veut casser le quotidien, hein, D'accord. on veut justement faire oublier un peu les soucis politiques, mais personnellement, je me pose la question de savoir Si ça s'est vraiment Catherine- terminé en orgie? En tout cas, si c'était l'intention de Catherine de Ah. Médicis d'encourager ça D'accord. d'une manière à faire une orgie. Mais bon, ça, c'est tout à fait personnel. C'est une véritable série que vous me racontez, là. Mais oui, en C'est fait... dingue, hein. Finalement, cette galerie, c'est le symbole de sa puissance. C'est le symbole de sa puissance. C'est ici qu'on va recevoir les personnages les plus importants du royaume. Donc, outre la salle de bal, Catherine de Médicis avait installé son trône juste ici. Et elle surveillait tout ce qui se passait et tout ça, quoi. Un peu, et le protocole est très strict. Ah, On n'a pas le droit de quitter une pièce en tournant le dos au souverain. Donc, lorsqu'on était ici, devant la reine Catherine, eh bien, il fallait retourner dans le vestibule, à reculons, et en faisant la révérence. mais non! C'était une façon de marquer son pouvoir. C'est pas possible. Et là, on va faire ça jusqu'au bout, là, Amélie? Voilà. Eh, Michael Jackson, il a rien inventé, Amélie. Ah, mais là, pour le moonwalk, avec le tuffeau... Merci beaucoup, Amélie. Amélie, je vous remercie infiniment. les deux. Amélie, vous étiez une reine pour moi. Merci. Cuánta presión en las barras. La gente tiene manías. Étienne, on est où ici? On est dans le couvent, c'est une partie qui ne se visite pas. Vous l'avez ouvert Ah oui, c'est spécifique pour aujourd'hui. Hein, C'est vraiment. gentil. Alors, la raison d'un couvent dans les combles d'un château, c'est pas banal, ça. Alors, c'est pas banal, non, effectivement. En Ils fait, avaient beaucoup à se faire pardonner. il y avait certainement un peu de ça. En fait, c'est surtout Louise de Lorraine, reine de France et épouse d'Henri III, qui avait pour projet de faire venir des capucins et capucines sur le territoire français. Alors, les capucins et capucines, ce sont des moines et des moinesses Et qui des vivent nonnes, en oui, Italie. Effectivement. Mais c'est vraiment la femme qui va lui succéder, la duchesse de Mercœur, qui les installera dans le château. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Est-ce que c'est une
catapulte? Alors non, c'est simplement un pont-levis intérieur. Un Alors pont-levis intérieur? C'est totalement unique. Et c'est justement pour la vie religieuse. En fait, elles ont besoin d'être recluses. Et donc, elles vont couper complètement, avec ce pont-levis, de la vie de château qui se passe en bas et de leur vie spirituelle ici, dans les combles. Et que ça marche encore? Ça fonctionne encore, effectivement. On peut d'ailleurs le faire tout de suite. Hein. Est-ce que vous voulez prendre un côté avec moi? Allez, je vais vous aider. Allez, c'est parti. Et là, on est totalement isolé. Là, on peut faire ce qu'on veut maintenant. Tout à fait. On va approcher de la partie dortoir de ce couvent. Alors ça, personne ne visite jamais. Ah non, non, jamais. Jamais, jamais. Bah, merci de nous accueillir dans cet endroit. Donc, pour dormir, on a le crucifix, on a Alors, cette inscription, c'est un christogramme. Ce sont les lettres grecques, le eta et le sigma, qui ont été retranscrites en alphabet latin, puisque le latin est prédominant dans l'Église catholique. Et donc, en fait, c'est un yes, si vous voulez, pour Jésus. Ça, c'est le diminutif de Jésus. Tout à fait. Jess. C'est ça. Yes, et en latin, ça donne Jesus hominem Salvator. Salvator. Donc, il y a les deux significations. Salvator, oui, tout à fait. En grec, c'est le diminutif de Jésus. Et en latin, ça veut dire Jésus, sauveur des hommes. C'est génial. J'ai l'impression d'être dans le nom de la rose. Enfin, même si c'était avant, c'est pas grave. Et on dormait avec des écrus, avec, les psaumes qu'on inscrivait soi-même, donc selon les psaumes qu'on affectionnait ou qu'on désirait, selon les périodes également de prière. Et donc là, on va rentrer dans la partie salle communautaire. Ah, et là, on a une jolie réverbération. Hein? Oui, là, c'est... Ce qui était important, parce que la règle, c'était que pendant qu'elle mangeait en silence, il fallait qu'il y ait une sœur ou un frère qui récite les Saintes Écritures. Tout à fait. On est d'accord. Donc, il faut que la voix porte quand même. Étienne, c'était passionnant. Je vous remercie infiniment, mais j'aurais peur d'être coincé ici avec des fantômes de capucine. Vous pensez pouvoir faire activer le pont-levis pour qu'on sorte? Sans problème, on va pouvoir sortir, je peux vous l'assurer. Bon. Et moi non plus, j'ai pas envie de rester trop longtemps, de toute façon. Chacun fait ce qui lui plaît. Sous mes pieds, y a la terre. Sous tes pieds, y a l'affaire. Chacun fait ce qui lui plaît. Je crois que vous l'avez compris. Ce château de Chenonceau, aussi appelé Château des Plaisirs, était un formidable lieu de fête. Il en a gardé une atmosphère particulière qui mérite vraiment le détour. Alors n'hésitez pas à pousser la grille du parc et à venir en famille, entre amis ou même tout seul découvrir tous ses charmes. Nous, on se retrouve très vite dans un autre château. D'ici là, soyez mignons.